Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle escale que nous consacrons à la région, à savoir la Méditerranée. Une escale éclatée puisque nous aurons à rencontrer des invités tour à tour pour parler de la Méditerranée à travers ses dimensions, bien sûr, géostratégiques, historiques, civilisationnelles et culturelles. Avec nous ce soir pour parler donc de la Méditerranée et de ses enjeux, Didier Billion, qui est directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il est docteur en sciences politiques. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la Turquie et le monde arabe. De la même manière que nous avons parmi nous ce soir Selm El-Kawakibi, qui est donc directeur adjoint au niveau de l'Institut des recherches et des réformes arabes, donc des personnalités bien assises quand il s'agit des problématiques à l'honneur dans les pays de la région. Alors sans plus tarder, nous allons vous proposer donc un VTR qui va nous permettre de situer un petit peu les questions géostratégiques autour desquelles va s'articuler donc le débat de ce soir. Il ne serait pas exagéré de dire que le bassin méditerranéen suscite un intérêt des plus manifestes dans une région particulièrement déchirée quand elle n'est pas, par les enjeux d'ordre stratégique, l'un des espaces parmi les plus tourmentés du globe. Ce n'est pas commettre un sacrilège envers l'œuvre de Fernand Braudel, auteur qui a passionnément aimé la Méditerranée, que de souligner ici que cet espace fondateur nous a toujours habitués à cet état de fait. Une simple réflexion sur la question met à jour le caractère singulier de la Méditerranée qui sépare et ou réunit trois continents, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Asie, par ces bras de mer que sont Gibraltar, le Bosphore et le canal de Suez. La proximité, vous feront remarquer de nombreux historiens, est si forte et les diversités culturelles, religieuses et ethniques si marquées qu'il en résulte irréversiblement des tensions très vives, des croisades, des envahissements, des colonisations, des guerres, des dominations passagères. Pour autant, il n'y a pas que désolation dans une région où le potentiel humain a été amené à relever tous les défis. Ce n'est pas sans raison si les ports d'Alger, Marseille, Beyrouth, Athènes, Alexandrie, Tripoli, Gênes, Tunis se transforment en havre de paix où marchands et intellectuels se livrent à des échanges pour le plus grand profit de l'économie et du rayonnement pacifique et culturel des peuples du bassin méditerranéen. Je ne peux être que d'accord avec Fernand Braudel, à plus forte raison lorsqu'il met en évidence l'idée que ce sont les contrastes des lieux, plus forts en Méditerranée qu'ailleurs, qui ont engendré la variété des sociétés, de leur rencontre, du conditionnement né de l'opposition entre la mer ouverte et un arrière-pays fermé, sont nées des civilisations contraintes à l'échange, au mélange. Les cultures isolées, repliées sur elles-mêmes, sont des fictions ou des cultures condamnées, car une culture a besoin de contact et d'échange pour exister, comme notre corps d'oxygène pour survivre. Les cultures peuvent s'appréhender comme des ensembles différenciés qui font système par leur intelligibilité globale et leur capacité à se reproduire. Mais ce sont des ensembles mouvants qui n'existent que par les rapports qu'ils entretiennent entre eux. Si les cartes peuvent représenter de grands moments des civilisations, elles resteront toujours incapables d'exprimer les imbrications et nombreux détails historiques, souvent décisifs, des périodes concernées. Néanmoins, elles permettent un repérage utile des territoires à certaines époques où l'Andalousie force l'admiration par sa civilisation arabo-musulmane, portée par la science et la tolérance, et l'Italie de l'époque moderne avec Gênes et Venise, Florence et Rome, était synonyme de réussites intellectuelles et artistiques, devenant ainsi le miroir du monde occidental, projetant au loin ses couleurs et ses lumières, au point que le ciel de l'Europe en fit illuminer, soulignera non sans fierté Fernand Braudel.
Les véritables frontières d'une culture toujours en mouvement, ce sont les fronts de contact, de mélange ou d'échange qui la font communiquer avec d'autres. Ce sont ces itinéraires de circulation et de pénétration. Ce qui est en cause dans les débats suscités par le concept de métissage de l'avis de Fernand Braudel, c'est l'idée qu'il puisse y avoir des formules de transaction entre la culture des colonisateurs et celle des colonisés, en dépit de la violence, de la conquête et de la domination coloniale. Que la rencontre des deux cultures, même dans un rapport de force aussi déséquilibré, puisse être occasion de mélange, d'emprunt réciproque, d'appropriation par le plus faible des armes culturelles du plus fort, et non une colonisation purement ethnocidaire, simple reflet ou adjuvant de la colonisation politique qui annihile l'autonomie culturelle du colonisé. Certes, la vie d'une culture est moins étroitement guidée par le principe d'intérêt et la recherche du profit que l'activité commerciale. Mais elle n'est ni innocente ni désintéressée. Les stratégies de domination qui se donnent à voir dans la conquête des marchés, dans le contrôle des grands réseaux commerciaux, tels que Braudel les voit à l'œuvre dans la structuration des économies mondes, n'obéissent pas elles-mêmes aux seules règles de la pure rationalité économique. Nous revoilà à l'hôtel El Jazeir, un hôtel qui a joué un rôle important à l'échelle du bassin méditerranéen, historiquement parlant, puisqu'il eut l'honneur de recevoir d'éminentes personnalités qui avaient contribué à l'époque à apaiser les esprits pour que la paix s'installe ou se réinstalle dans la région Cesselon. Avec nous ce soir donc Didier Billion, qui est directeur adjoint donc de l'Institut de recherche internationale et stratégique, et Salem Kawakibi, directeur adjoint de l'Institut de réforme arabe plus précisément. Alors, si on vous demandait, Monsieur Billion, de nous faire le point sur la situation qui prévaut au niveau du bassin méditerranéen, quelle serait votre réponse? On a l'habitude de dire que le bassin méditerranéen est une des lignes de faille sismiques des relations internationales depuis de nombreuses décennies, voire de nombreux siècles, puisque c'est malheureusement un lieu où il y a eu beaucoup d'affrontements guerriers, commerciaux, dus à la colonisation, il y a quelques siècles. Nous sommes maintenant dans une nouvelle configuration, mais si les tensions prennent d'autres formes, elles sont toujours présentes. Et actuellement, si on se concentre sur les années immédiates, ces tensions sont alimentées par deux éléments. Tout d'abord, une crise économique profonde qui touche à la fois les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée et qui entrave les projets de partenariat qui avaient été évoqués depuis le processus de Barcelone en 1995. Et puis, d'autre part, bien évidemment, l'onde de choc politique qui traverse tout le monde arabe depuis maintenant 3 ans. Ces deux phénomènes, qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, ou peu de rapport, sont évidemment des éléments de déstabilisation peu propices, malheureusement, à des projets partenariaux qui pourraient unir les rives sud et nord de la Méditerranée. Tout cela est agrémenté par la persistance d'anciens conflits, le conflit israélo-palestinien, le conflit chypriote, le conflit à propos du Sahara occidental, même si ce n'est pas directement la Méditerranée, cela touche des pays méditerranéens, l'instabilité dans les États des Balkans, agrémentée de nouveaux défis qui sont liés au trafic d'êtres humains, au trafic de stupéfiants, et qui donc rendent cette entité méditerranéenne comme un lieu de tension internationale qui pourrait déraper facilement. Et on voit évidemment, notamment, mais Salam en parlera sûrement mieux que moi, la crise syrienne, avec sa tragédie, qui montre la faiblesse éventuelle d'un certain nombre d'États-nations de la région. La crise syrienne, ou pour être plus précis, la balkanisation de la région, notamment au niveau des pays qui constituaient à l'époque l'Empire ottoman, puisque nous constatons que l'onde de choc a touché des pays, ou touche des pays comme la Syrie, la Libye, la Tunisie, l'Égypte,
ce qui est quelque peu paradoxal, Monsieur Salem Kawakibi. Je crois que la crise économique qui a touché le nord de la Méditerranée comme le sud était pour quelque chose dans le démarrage de ces mouvements de contestation. Et moi, je considère que la Syrie a été très concernée parce que la Syrie a connu une libéralisation économique anarchique depuis le début des années 2000, qui a appauvri une grande partie de sa population, qui a exclu aussi une grande partie de ses habitants ruraux, notamment, et qui a concentré les fortunes gérées par la famille régnante sur les grandes villes, et notamment Damas et Alep. Je crois aussi que ce clivage économique, c'est pas la même chose partout, bien entendu. Nous regardons souvent ce qui se passe dans les pays arabes d'une manière un peu homogène. C'est faux. Les causes en Tunisie, c'est pas les mêmes qu'en Égypte, c'est pas les mêmes qu'en Syrie. Il y a des causes transversales, mais en réalité, il y a des spécificités pour chaque soulèvement. Maintenant, ce qui est très problématique concernant la Méditerranée, c'est que pas seulement suite à ce qui se passe en Syrie, mais aussi à la crise très mal réglée en Égypte, à l'anarchie un peu militaire en Libye et la confrontation politique pour l'instant en Tunisie, qu'il y a une vague de migration qui se développe d'une manière très inquiétante. Et maintenant, les boat people qu'on constaté dans l'Asie extrême, maintenant on les voit de plus en plus dans la Méditerranée. Malheureusement, on est en train de voir des milliers de Syriens, ceux qui n'étaient pas auparavant des sujets de migration clandestine de cette envergure. La classe moyenne syrienne. La classe moyenne syrienne. Et les pays limitrophes de la Syrie ils n'en peuvent plus de supporter les millions des Syriens. Ils ont des raisons économiques et la stabilité politique au sein de leur société aussi est affectée. C'est une crise qui doit être réglée au plus vite, sinon toute la région sera concernée. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas touchés par cette catastrophe, cette tuerie qui se déroule en Syrie, ils se trompent. Ils se trompent d'autant plus que les raisons sont, à mon sens, exogènes, vu la prolifération d'armes au niveau de la Syrie et de la Libye. Il est aisé de constater que des manipulations externes interviennent de façon à ce que la région soit déstabilisée. Vous avez d'une part les puissances qui essayent donc de rivaliser de moyens, d'ardeur pour occuper plus de place, pour contrôler, mais aussi des mini-puissances arabes qui essayent par tous les moyens d'imposer leur façon de voir, y compris sur le plan religieux.
Nous revoilà à l'hôtel El Jazer, un espace emblématique silonais qui avait reçu à l'époque de nombreux dirigeants du monde, et notamment des puissances hégémoniques de l'époque. Churchill est passé par ici, le général Eisenhower, le général de Gaulle. Donc, des personnalités qui témoignent, si besoin est, que la mer Méditerranée a été de tout temps au centre d'enjeux considérables entre les puissances de ce monde. Et ce n'est pas par hasard si
si le bassin se trouve, du moins dans sa partie arabe, se trouve confronté dans des situations inextricables, irriguées par les visées hégémoniques de certaines puissances, mais aussi par certains pays arabes qui veulent à tout prix minimiser, pour ne pas dire éradiquer, toute tentative qui inscrit l'avenir des peuples de la région dans une perspective progressiste, moderniste et tolérante. Il est bien évident que si la Méditerranée nous a intéressés sur un plan géostratégique, grâce à nos invités, Didier Billion et Salem Kawakibi, qui nous ont quittés pour des raisons de timing, il est sans nul doute opportun de parler aussi de la dimension civilisationnelle et culturelle telle que héritée de nos ancêtres, des dimensions qui ont permis au bassin méditerranéen de connaître une apogée certaine, ne serait-ce qu'à travers nos Andalousies perdues, mais aussi à nos universités, puisque celle de Béjaïa de l'époque recevait des étudiants venant de plusieurs pays européens, ne serait-ce qu'à travers aussi la richesse proposée par la Syrie qui a joué un rôle très important dans l'essor musulman, une Syrie livrée à elle-même, à l'instigation donc des décisions du FMI qui ont créé des problèmes inextricables au niveau de cette région, de la même manière que certaines forces hégémoniques essayent par tous les moyens d'atténuer, pour ne pas dire émousser, toute velléité ou toute tentative qui menacerait, de leur point de vue, donc l'avenir d'une enclave, celle sioniste en l'occurrence dans la région. Donc j'avais annoncé avant le départ de nos invités l'arrivée de Nordine Saoudi qui est parmi nous donc ce soir. Je le remercie d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Et Nordine Saoudi est difficile à présenter, n'est-ce pas Nordine, puisque c'est le géologue préhistorien, puisqu'il a un doctorat donc en la matière, c'est le chercheur universitaire, c'est l'ethnomusicologue, le musicien, le chanteur de charme, s'il est permis de s'exprimer ainsi, mais aussi c'est l'éducateur, c'est le pédagogue, puisqu'il a eu à diriger de nombreuses associations de musique classique algérienne appartenant à l'école d'Alger, parmi lesquelles Al-Fakharjia au niveau de sa classe semi-supérieure, Al-Sendoussia et Al-Andalousia que j'ai le plaisir de présider. Et dans ce cadre, par exemple, d'apport civilisationnel et culturel, il est aisé de dire que Nordine a joué un rôle intéressant, puisque il a été donc, c'est lui qui avait réalisé donc concrètement un projet que j'avais déposé au niveau du commissariat général qui préparait la participation de l'Algérie à l'Expo universelle de Lisbonne. C'était en 1998. Nordine, ça nous rajeunit encore davantage. Et il avait à l'époque proposé comment dirais-je, une expérience assez intéressante qui a permis de marier le fado avec la musique classique algérienne, sans exclusive aucune, puisque des emprunts étaient faits à l'école du Malouf de Constantine. Et il a aussi donc été à l'origine de cette expérience que vous venez de vivre. Nordine Saoudi, marhaba bik. D'abord, merci pour cette invitation. Et ce que j'ai envie de dire,
La musique est une partie intégrante de nous-mêmes, la musique est partie intégrante de l'univers, la musique est partie intégrante de la nature. Donc je reviens très souvent à Mère Nature pour me ressourcer. Et justement, la nature nous montre, en tout cas à travers cette portion de la Terre qu'est la Méditerranée, que la nature a déjà réussi ce que les hommes peinent à mettre en place, c'est-à-dire sentir ou se sentir autodépendant. Et la nature, elle est autodépendante d'elle-même. De quelle manière? Si on se retrempe un petit peu très très loin, enfin quelques millions d'années, enfin sur le plan géologique, c'est absolument rien du tout par rapport à l'âge de la Terre. Si on se retrempe par exemple vers 6-7 millions d'années, les recherches nous montrent que la Méditerranée était un lac asséché. Et c'est à partir de 6-7 millions d'années qu'il va y avoir ce que nous appelons la révolution pliocène, pliocène étant une étape géologique, qui va permettre à l'eau des océans de rentrer à l'intérieur de ce lac asséché qu'est la Méditerranée. Et à partir de là vont se mettre en place des biotopes, des environnements qui seront exactement les mêmes. De la même manière, au niveau de la rive nord que de la rive gauche. Moi non plus, je n'aime pas trop parler de la partie européenne ou de la partie, je veux dire, africaine. Il y a quelque chose qui réunit. Et donc cette mer, que les Romains ont appelée Mare Nostrum, et d'ailleurs il y a une fresque célèbre découverte à Tipaza, Pax et Concordia, donc paix et concorde, en ce qui concerne le monde connu de cette époque, cette mer va mettre en place, favorisée par un même environnement climatique, les mêmes réponses au niveau du terrain. Je donne un petit exemple. À l'échelle de toute la Méditerranée, à l'échelle donc évidemment de toutes les rives de la Méditerranée, vous allez voir quelque chose de particulier. Ce sont ces fameux sols rouges. Et ici à Alger, j'invite tous nos concitoyens, mais pas que, de temps en temps à regarder cette nature et vous allez découvrir tous ces sols qui sont absolument magnifiques, très épais, du côté de Bir Khadem, enfin sur le littoral par exemple, quand on va vers Tipaza, on a une succession de grès et de sols rouges. Et ces sols rouges, vous allez les retrouver sur le pourtour de la Méditerranée. Il faut savoir aussi que par exemple, la Méditerranée a connu des moments d'élévation de l'eau et des moments au contraire de régression de l'eau. Et ça va avoir des répercussions évidemment sur les rives de la Méditerranée, comme nous sommes sur un même plan. Donc évidemment, les répercussions sur les rives sont exactement pareilles. Et c'est sur cela que les géologues construisent, si vous voulez, ce que nous appelons une chronologie. Donc on arrive à nous comprendre sur la base de quoi? Sur la base de ces réponses que nous a données la nature elle-même. C'est-à-dire que la nature, elle est unifiée. Et cette nature, en mettant en place cet environnement particulier, il va y avoir une colonisation naturelle par une végétation qui est exactement la même, avec les mêmes senteurs, avec les mêmes lumières, avec les mêmes éclosions. Le thym, le romarin, la vigne, l'olivier, etc. Et c'est ça qui est un peu difficile à admettre, parce que nous sommes dans un même biotope, nous sommes dans un même environnement, mais les hommes réagissent de manière différente. On ne voit très souvent pas les choses qui peuvent au contraire nous rapprocher, mais au contraire on a souvent construit, et malheureusement les drames de maintenant nous interpellent de manière très forte par rapport à cela. On construit sur des choses infiniment petites et on oublie que l'immensité de la chose, c'est celle qui nous réunit. Et cette immensité des choses est une union de toute une nature. Et l'homme, à l'intérieur de cette nature, va réagir différemment, mais en regardant l'autre avec une certaine manière, qui n'est pas une manière d'union, mais au contraire une manière d'hégémonie, d'intérêt, etc. Ça d'une part. D'autre part, quand on essaye par exemple de voir les premiers peuplements, nous savons qu'il y a une évolution anthropologique particulière,
quand on voit par exemple le peuplement, on voit qu'il y a également une unité anthropologique méditerranéenne. Je ne parle pas évidemment de ce qui s'est passé par la suite, les temps enfin, post-JC, enfin post-période Jésus-Christ, mais tout ce qui s'est passé avant, c'est ce que nous appelons le peuplement par les hommes proto-méditerranéens, c'est-à-dire juste avant donc, ce peuplement méditerranéen. Et ce peuplement proto-méditerranéen, qu'il soit sur la rive nord ou sur la rive gauche, est exactement, à quelques différences près, le même. Ces mêmes hommes vont eux-mêmes réagir de la même manière en imposant leur réflexion sur la matière. La première matière, évidemment, est une matière inerte, enfin, pour certains, qui est la pierre, le silex en particulier, et donc ils vont sortir de la pierre ce que nous appelons outils qui vont leur servir à un certain nombre de tâches dans leur quotidien. Et ces réponses sont également les mêmes parce que l'environnement est le même. L'environnement méditerranéen est le même. Quand on voit cette portion géographique, le climat est également le même. Donc les réponses de l'homme vont être exactement le même. Si je fais je passe quelques siècles ou quelques millénaires pour en revenir à cette civilisation arabe, musulmane, c'est quelque chose qui a également eu un rôle très important dans le cadre donc, de cette unification du psychisme de cet homme méditerranéen. Par le legs qu'ils nous ont laissé, par la transmission d'un savoir absolument exceptionnel. Vous avez parlé tout à l'heure de Béjaïa. Il faut savoir que l'un des plus grands mathématiciens a séjourné à Béjaïa, Fibonacci, et que ce que nous appelons les chiffres arabes sont partis de là. C'est de Béjaïa que ces chiffres, que l'humanité par la suite a adoptés et qui font aujourd'hui, je veux dire, le bonheur de la civilisation actuelle. Sans ça, je me pose des questions. Comment on aurait pu continuer à avancer dans la vie ? De la même manière que la plus grande université se trouvait à Cherchel, à l'époque numide. Absolument, absolument. Et donc, c'est-à-dire tout le legs de Jubado. Tout le legs de Juba, donc le père et du fils. Donc, c'est une sorte de continuité que... Il y a un continuum que cette terre, en tout cas cette portion géographique qui est le nord de l'Afrique, donc toutes ces rives méditerranéennes, qui n'ont jamais cessé de donner à l'humanité le meilleur d'elle-même, le meilleur de sa substance, mais très souvent, elle est regardée d'une toute autre manière. Il n'y a qu'à parler également d'un homme illustre comme Saint-Augustin sur le plan spirituel oui. et religieux. Et des échanges à l'époque avec l'Italie, où Saint-Augustin avait vécu pendant assez longtemps, notamment à Milan. Absolument, et puis le renouveau au niveau des idées que cet homme illustre a apporté à l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des pèlerinages qui se font évidemment dans ce sens. Tout le legs laissé par la pensée grecque, mais que les Arabes ont réussi à transmettre et à enrichir. Quand on pense par exemple à Ibn Rushd, l'Andalou, quand on pense par exemple à la circulation des arts, notamment musicale, là on revient un petit peu à la partie musicale, avec le génie de Zariab qui a su non seulement transmettre une histoire, une pratique ancienne, classique, mais également innover au contact de ces cultures plurielles qui se trouvaient en Andalousie, mais pas que, parce qu'il faut savoir que ce génie a séjourné également au Maghreb, et au Maghreb, il s'est inspiré de tout ce background, je veux dire, ancestral, millénaire de cette terre féconde. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison si actuellement nous avons de nouvelles pistes
s'agissant de l'architecture et de la musique. Musique, oui. Des nouvelles pistes qui démontrent à l'évidence que c'est plutôt le Maghreb central qui avait donc influencé l'Andalousie. C'est tout à fait normal, puisque les premières populations musulmanes venaient du Maghreb central. De la même manière que sur le plan architectural, beaucoup de thèses parlent de l'influence du Maghreb central, qui date de la période des Irides. La cour au Lion en Andalousie serait inspirée justement par les Irides, et l'architecture ziyanide aurait aussi contribué pour beaucoup à faire avancer donc les réalisations en Andalousie. Alors, qu'en est-il notamment sur le plan musical, d'autant plus que cette musique andalouse avait influencé elle-même toute l'Europe, puisque la musique classique, ce qu'on appelle la musique classique européenne, a été revivifiée par, disons, l'héritage transporté en Europe par notamment les troubadours. Absolument. Voilà. Absolument. À tel point que, par exemple, à l'issue de la Reconquista et de la chute du dernier royaume musulman en Andalousie, on avait interdit, parce que c'était une musique très élaborée, on avait interdit donc aux nouveaux occupants, donc les Ibères, on avait interdit donc de pratiquer cette musique qui était fortement élaborée. Il faut savoir que le continuateur c'est l'intolérance religieuse que nous vivons aujourd'hui aussi, puisque d'aucuns considèrent que la pratique musicale est kofr. Est illicite, oui. Bon, comme je l'ai dit, moi, je dis très souvent que nous oublions que nous-mêmes, nous sommes musique, parce que c'est quoi la définition de la musique ? La musique, ce sont des ondes, et c'est un rythme, c'est une mélodie et c'est un rythme. Or, l'homme, en parlant, c'est des ondes, donc c'est une musique, il a un cœur qui bat, c'est un rythme, lui-même est musical, donc si la musique est haram, l'homme lui-même serait haram. Alors comment Dieu peut-il créer un être qui serait lui-même... Et comment une musique pourrait rivaliser avec la foi ? Avec la foi. Ouais. C'est inconcevable. Mais pour revenir à cette musique, donc l'un des continuateurs du génie de Zerieb, et qu'on oublie un peu souvent, et à qui on lui doit en tout cas énormément par rapport à l'héritage qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, c'est Ibn Bajjah, qui est de Saragossa, de Saragosse, qui a vécu et qui est mort au Maroc actuel. Et il a absolument révolutionné l'héritage de Zerieb. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à essaimer en Europe, enfin sur le pourtour de la Méditerranée, en tout cas sur les rives nord de la Méditerranée, et sur l'Europe d'une manière générale, enfin du monde connu de manière générale. Et ce n'est pas sans raison que, par exemple, l'un des instruments mythiques de cette musique andalouse soit adopté et idolâtré et joué par toutes les cours de cette époque. Je veux parler évidemment du luth. Et ce n'est pas sans raison aussi que toutes les cours ont connu un engouement sans pareil pour ce qu'on appelle l'amour courtois, qui est un amour, je veux dire, célébré dans la poésie arabe, et à travers les mots shahat, à travers les asjal, mais également à travers le qasaïd, et toutes les autres langues ont construit par la suite leur prosodie, leur poésie sur les modèles du mot shah et du zajal. Et quand on parle par exemple d'un célèbre auteur comme Aragon, et Aragon, c'est du mot shah de la plus pure manière que nous connaissions dans ce domaine. Donc pour dire un petit peu toute cette influence musicale qui a été celle de l'Europe à travers tous ces ambassadeurs, qu'ils aient été musulmans ou pas,
puisqu'il y a eu beaucoup de troubadours qui étaient, chrétiens, et donc ça a essaimé. Mais pour le musicien que je suis du XXIe siècle, évidemment, tu as parlé de cette expérience absolument extraordinaire qui a été, en tout cas pour moi, et que nous avons mené ensemble à Lisbonne. J'avoue que c'est une sorte de révélation. Je ne doutais pas un instant, je veux dire, du résultat, mais la confrontation est toujours un peu difficile. Mais on se rend compte d'une chose. On se rend compte que finalement, ce que nous essayons de cacher est un vain mot. On ne peut pas cacher, je veux dire, le substrat. Le substrat, il est là. Et à travers nos amis portugais, j'ai redécouvert que toute la profondeur musicale est construite exactement sur les mêmes fondements que la musique andalouse. Et il est tout à fait naturel que je dise ça, puisque la musique, en tout cas fado, est construite sur le système tonal modal qui est exactement celui que nous connaissons nous-mêmes, et à travers donc un certain nombre de modes. Et je sais que nous avons utilisé des modes communs, et on a choisi, comme par hasard, des modes qui étaient communs aux deux cultures. Je veux parler évidemment du mode mezmoum, ça c'est avec nos amis portugais. Un mode que vous adulez particulièrement. Pour aller à la rencontre de l'autre, je pense qu'il faut faire au moins la moitié du chemin. Et l'autre doit faire également l'autre moitié. Sauf que dans ce cas précis, on n'a fait aucun chemin, on était exactement dans un point nodal qui était le nôtre à nous deux. Je ne parle pas de la musique d'aujourd'hui, qu'elle soit chez nous ou qu'elle soit, je veux dire, en Europe, mais quand on fonctionne sur les traditions, finalement, on fonctionne sur des racines absolument communes. Et ça a été exactement le même résultat avec mes amis espagnols, où là, fort de ma première expérience, j'ai monté une sorte de... j'allais dire de comédie musicale, mais c'est surtout j'ai voulu illustrer une histoire à travers... Cela se sentait déjà à Lisbonne. À Lisbonne. Il ne manquait que, justement, la partie, la théâtralité. La théâtralité, tout à fait. Donc, je l'ai fait avec Espagnol. C'est un spectacle que j'ai intitulé Rihla. Donc, c'est une partie donc, de cette Rihla. C'est un cheminement, en fait, qui est matériel, mais dans mon esprit, il est plutôt spirituel. C'est la recherche et la quête de soi. Et quand on va à la recherche de soi, évidemment, on questionne un petit peu et on interpelle un petit peu tout le monde. Et à la fin, on se rend compte que ce qu'on était parti chercher, on l'avait en soi. Et on l'a en soi. Et il faut en être conscient. Et ça, je veux le dire aussi pour l'autre, qui est de l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Je vais faire de la politique. Il y a de quoi étonner aujourd'hui. Je faisais de la politique. J'ai l'impression que la politique extérieure de l'Algérie est basée justement sur cette quête de l'identité historique et culturelle, mais à l'échelle de la Méditerranée. J'ai même l'impression que rien ne se fait chez nous sans l'obligation ou sans l'aspiration donc à toucher, à mobiliser, à sensibiliser pour un partenariat fondateur, l'autre. Ça nous renvoie à l'émir Abdelkader. Tout à fait. Lorsqu'il avait dit, et je le répète parce que ça c'est très important, il avait écrit au roi Louis-Philippe qu'au lieu de nous envoyer vos armées, vos soldats pour nous tuer, envoyez-nous vos ingénieurs et vos techniciens pour qu'ensemble nous puissions bâtir une société nouvelle basée sur l'égalité et la justice. Effectivement, on interpelle notre soi le plus profond, et ce soi le plus profond, il faut le savoir, mais bon, ça reste, il y a un travail à faire sur soi-même. Mais nous sommes, pour parler géologie, nous sommes toute une stratigraphie de l'histoire. Depuis des millions d'années, c'est cette terre qui nous a fait, c'est ces échanges qui nous ont construits et qui continuent encore à nous construire. Donc nous sommes une part de chaque part de la Méditerranée. Nous avons connu un petit peu toutes les cultures qui existent et nous sommes riches de toutes ces cultures qui existent. Et on ne peut pas prendre, je veux dire, un étage et se dire c'est celui-là. C'est celui-là serait la négation de soi. Soi-même, c'est toute cette partie, mais avec sa propre identité, évidemment,
actuellement. Mais ce que j'ai envie de dire, si pendant très longtemps, les choses pouvaient se faire de cette manière jusqu'à l'émir Abdelkader, avec tous les affres qu'a connus notre pays notamment, et d'autres, sans les citer, ça pouvait se concevoir peut-être dans cet esprit jusqu'au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, devant la multiplicité et l'accélération des inventions et des innovations, devant la capitalisation de forces absolument destructrices extraordinaires, le revers de la médaille. Il faut savoir que l'apaisement de l'autre ne peut pas passer aux dépens du voisin. L'apaisement de l'un doit passer obligatoirement par l'apaisement de l'autre. On ne peut plus fonctionner, je veux dire, sur 2 poids, 2 mesures, de pays riches, de pays pauvres, de pays nantis, de pays, etc. Notre avenir, il est scellé de manière indubitable avec l'autre. Ça, c'est certain. D'autant plus que, pour revenir à la musique, des expériences ont été faites avec des Espagnols, avec des Portugais. Camille de Saint-Saëns a réalisé des œuvres importantes, dont Samson et Dalila, grâce à la Nouba Zidane et à la complicité de Mahiddine Bachtarzi. Il y a énormément de choses qu'on peut citer. Mais ce qui est important, cette expérience nous a permis de découvrir ou de battre en brèche, s'il est permis de s'exprimer ainsi, tous ceux qui avaient enterré notre musique. Par exemple, lorsqu'on parle de musique classique, de musique andalouse, on cite tout de suite Ziryab, alors qu'Ibn Baja a joué un rôle très déterminant, alors qu'il y a une différence entre les musiques classiques du Maghreb et les mouchahat, au niveau des sonorités, les textes étant pratiquement les mêmes, mais sur le plan musical, il y a une différence. Et il y a quelque part un rapprochement qui est fait avec la musique classique dite universelle, alors qu'en réalité, elle n'est qu'européenne. Et sur ce plan, par exemple, en gomme, en zap, le passé musical de l'Algérie, il ne faut pas perdre de vue que Saint-Augustin a été l'auteur de plusieurs traités dédiés à la musique, que l'Algérie a des traditions musicales très anciennes, ce qui explique quelque part ces retrouvailles musicales avec les Espagnols et avec les Portugais, et ce qui justifie l'existence au niveau de Tolède, alors qu'on a dit, on a toujours sériné que la musique andalouse ne s'était jamais écrite. Eh bien, au musée de Tolède, il y a des partitions qui datent du Xe, XIe, XIIe siècle et qui prouvent à l'évidence que cette musique était écrite. Alors, moi, ce que je voudrais entendre, c'est comment cette rencontre avec les Espagnols et les Portugais a-t-elle été rendue possible à telle enseigne que nous avons assisté à des concerts à l'unisson des voix. On n'avait plus l'impression qu'il y avait 2 pays étrangers qui sont allés l'un vers l'autre. On avait l'impression que c'était un même pays, une même culture, à savoir celle méditerranéenne. Oui, mais tu as ouvert plusieurs champs et plusieurs idées. Enfin, d'abord, une des idées, c'est de dire que l'Algérie a reçu quand même d'illustres invités et qui ont tous été subjugués par cette musique andalouse, que nous appelons andalouse ou classique algérienne. Je peux citer au XIXe siècle Kristjanović, qui est passé à Alger, qui a notamment transcrit un certain nombre de pièces musicales. Et qui a été déçu au départ.
qui a été déçu. Pourquoi? Parce qu'il a été mal orienté. On lui a dit que cette musique pouvait s'écouter dans les cafés chantants. Exactement. Il a découvert une autre musique, et ça c'est très important. C'est une petite parenthèse, c'est très important, parce que lorsqu'il a été à la rencontre de cette musique dans les cafés chantants, il avait constaté que cette musique n'avait rien à voir avec celle qu'on lui vantait. Tout à fait. Il a décidé de quitter le pays. Et au moment où il transportait sa valise, il croise un Algérois qui voulait lui donner un coup de main. Il lui en a parlé. Je vais te montrer la plus belle des musiques au monde. Il lui a dit, mais celle qui est jouée dans les cafés, et sans discrimination aucune, parce que les Juifs sont des Algériens et sont aussi dépositaires de ce patrimoine, elle est jouée par des musiciens juifs, et c'est de l'approximation. Je vais te présenter à quelqu'un qui va te permettre de découvrir cette musique, et c'est comme ça qu'il a été complètement subjugué. Et dans son commentaire, il avait dit « Je comprends les raisons invoquées par celui qu'il avait reçu, et parce que la position des Algériens vis-à-vis des Juifs, comme si les Juifs n'étaient pas algériens, est connue, et il nous a donné une autre version des raisons qui ont permis la colonisation de l'Algérie, à savoir que les Juifs étaient tellement menacés et concentrés à Bouzaléa qu'il a fallu l'intervention de la France pour pouvoir les sauver. Je ferme la parenthèse. Donc, et avant Kristjanović, il y a eu également quelqu'un qui a fait un travail, c'est un communard, il a fait un travail très singulier, c'est Salvador Daniel, voilà. Qui a lui-même fait dans l'étude de cette musique, d'un point de vue musicologique, organologique, etc., et qui a transcrit un certain nombre d'œuvres, et aussi bien à lui qu'à Kristjanović, on lui doit la pérennisation d'un certain nombre de pièces. Le troisième, évidemment, c'est Jules Rouanet. Jules Rouanet avec Yafil, mais pas que. Avec Edmond Yafil, il y a le juif algérien. Et le maître à Yafil, qui est Sfinja. Ils ont fait un travail également très important. Donc, pour dire un petit peu l'engouement. Qui a donné à l'Algérie un diwan. Un diwan. Qui a servi le diwan de Yafil. De base de travail pendant des décennies. Mais on omet à côté de cela de parler d'un certain nombre d'Algériens, qu'on a cité uniquement par exemple Bouali. Je voudrais justement parler de la transcription ou alors du langage musical technique. Et Bouali, génial, il a mis en place une notation particulière. Très juste. Et je trouve qu'on n'a pas été un petit peu dans ce sens. Ça me rappelle un petit peu, parce qu'on a cette notation universelle qui existe, enfin universelle, occidentale, mais qui est aujourd'hui, et s'émet à travers le monde entier, donc elle devient occidentale, universelle. Donc elle est dominante. Elle est dominante. Mais à côté de cela, vous avez par exemple également un langage ou une transcription, par exemple grecque, qui existe, qui est utilisé pour tout ce qui est liturgique, enfin les anciens. Et je me disais pendant très longtemps, est-ce qu'il n'est pas possible, sur la base d'une spécificité, qui est une spécificité modale, qui est la nôtre, de trouver une forme de transcription qui pourrait mieux rendre les nuances qui existent dans les musiques, type musique algérienne, musique classique, etc. Ça, c'est pour en revenir un petit peu à la mentalité des musulmans et des arabes par rapport à la transcription. Certes, à Tolède, il y a des traces d'une transcription ancienne, mais il faut savoir que les musulmans avaient une autre philosophie d'approche, une autre approche musicale. Et il la transcrivait d'une autre manière que celle qui est connue aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'il faut construire. Et c'est sur des expériences comme celle de Bouali, et c'est sur des expériences d'un certain nombre de personnalités musicales, parce qu'il faut savoir que devant ce legs absolument exceptionnel, on parle par exemple de plus de 1000 pièces, par exemple, andalouses, et chaque pièce a une mélodie, donc il faut vraiment avoir une mémoire exceptionnelle pour pouvoir mémoriser tout ce patrimoine. C'est la raison pour laquelle certains... Les Abora aussi, à Tlemcen, qui ont fait un travail. Mais ils ont
mis en place, Il y a en plus de la notation, un autre plus, enfin, Allah yarhamou Saleh, c'est Mourad Hamidou, Mourad pardon, Hamidou. qui a fait un travail de transcription assez intéressant, qui a rapproché donc cette façon de restituer le patrimoine de l'exécution traditionnelle. Aujourd'hui, je pense que le problème ne doit plus se poser avec l'ordinateur. Avec ce que nous avons comme moyen technique. D'abord, il faut absolument qu'il y ait un passage par l'apprentissage de cet outil, qu'est le solfège, entre autres, et ses règles. Et l'adapter à notre tempérament. Au niveau de l'Andalousia, on l'avait initié au niveau des... Aujourd'hui, ça commence quand même à... Des sections que nous avions lancées au lycée Cheikh Bouamama. Aujourd'hui, ça où commence... les enfants apprenaient le solfège et l'exécution traditionnelle. Mais il n'y a aucun souci, c'est un alphabet en fait. C'est un alphabet. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un outil pour pouvoir justement rentrer dans l'intimité de ce que j'ai envie d'apprendre, ce que j'ai envie d'étudier, ce que j'ai envie de connaître. Je ne peux pas le connaître si je ne mesure pas un petit peu l'intimité et la richesse patrimoniale qu'il décèle. Maintenant, pour en revenir à cette expérience, je l'ai dit tout à fait au départ, ce sont des nations, des États, qui au départ partent d'un même socle. C'est le socle de la Méditerranée. Ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'il y a de grandes similitudes entre les modes, disons, arabes, Mouel, Hassin, Arak, Zidane, Jarka, Sika, etc. Et par exemple, les modes grecs, enfin... Les modes gréco-byzantins, pour être plus précis. Gréco-byzantin. Il y a une similitude, et cette similitude, elle nous est imposée, comme je l'ai développé tout à fait au départ, par un environnement. Cet environnement fait qu'on fonctionne, et on va fonctionner exactement de la même manière, et on va créer les mêmes réflexes par rapport à un même catalyseur. Alors, Nourdine Saoudi, c'est la question que j'ai posée à nos invités de tout à l'heure. Il est certain que la culture a un rôle important à jouer dans le jaillissement de rapports apaisés entre les peuples. Alors, comment voyez-vous cette manière de rapprochement qui doit nécessairement exister entre ces mêmes peuples de la région, d'autant plus que le Syrien Salem Kawakibi avait dit que la société civile, en complète rupture avec les pouvoirs dominants, pouvait se frayer un chemin et par la même occasion favoriser des passerelles entre nos peuples respectifs. D'abord, l'art d'une manière générale et la musique en particulier sont évidemment une langue universelle comprise par tous les peuples. On peut ne pas se comprendre sur le plan linguistique, mais à travers les sonorités, on arrive à transmettre des émotions, quels que soient les peuples. Deuxième des choses, est-ce que la culture peut jouer un rôle? Est-ce que la musique peut jouer un rôle dans le rapprochement? Évidemment que la réponse serait oui. Et elle est oui. On a déjà fait cette expérience avec nos amis portugais, espagnols, mais pas que. J'ai fait quelques expériences, j'ai été surpris avec une troupe de polyphonie corse, Tavagna pour ne pas la citer, avec Montanaro de Marseille, avec une chanteuse napolitaine, avec Titi Robin, qui excelle dans tout ce qui est sharqi, dans tout ce qui est oriental, pakistanais, hindou, etc. Je n'ai jamais, à aucun moment, senti une différence ou un problème particulier. Au contraire, on fonctionnait exactement de la même manière. Maintenant, est-ce qu'on peut justement le faire? Est-ce que l'achat politique... On ne peut pas ne pas fonctionner de la même manière, puisque la musique est d'abord une langue universelle. Universelle. Mais aujourd'hui, on sent autre chose. C'est la politique qui mène
la culture et non l'inverse. Ça devrait être l'inverse, ou alors au moins un peu. Mais aujourd'hui, la politique, elle est tellement prégnante qu'elle influence, si vous voulez, toutes les bonnes volontés des uns et des autres. Et aujourd'hui, on le voit plus que jamais à travers ce qui se passe un peu, notamment en Syrie, en Égypte, en Tunisie. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième des choses, il ne faudrait pas non plus que la politique puisse influencer de manière à considérer, si vous voulez, les cultures comme différentes entre une culture qui serait la culture dominante et la culture du savoir et de la science et une culture du folklore qu'on aimerait connaître et apprécier dans des moments précis. Vous avez bien fait de citer la Tunisie, puisque sur le plan méditerranéen, c'est un pays qui a énormément fait, il faut le souligner, notamment à travers la création du Centre des musiques méditerranéennes Zahra, sur les lieux même de la demeure du baron d'Erlanger, qui avait, pour ceux qui ne le savent pas, organisé le premier symposium arabe de la musique au Caire. C'était en 1932, si mes souvenirs sont bons. Symposium auquel avait participé le grand maître de la musique andalouse tlemcenienne, Cheikh Al-Arbi Ben Sari, avec son fils Cheikh Redouane. Cheikh Redouane qui était très jeune à l'époque, qui avait fait sensation au piano, à telle enseigne que le grand maître de la musique égyptienne voulait le garder pour qu'il puisse accompagner la grande diva de la chanson égyptienne. Je voudrais parler de Kulthum. Donc, il y a aussi le Maroc qui fait un travail très important avec l'Espagne, puisqu'il y a de nombreux CD qui ont été réalisés dans ce cadre et qui témoignent, si besoin est, que la civilisation est plutôt de notre côté, quelle que soit notre infériorité sur le plan économique, puisque à chaque fois que nous essayons de nous adresser aux autres peuples, c'est à travers des repères civilisationnels, c'est à travers des repères apaisés, c'est à travers notre culture. Merci Nourdine, d'autant plus que le même propos va être développé avec Ahmed Bejaoui qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre.
Nous revoilà à l'hôtel El Jazeir, hôtel emblématique s'il en est, puisque, comme je le soulignais précédemment, il a eu le privilège de recevoir de nombreux dirigeants du monde, et un monde qui comptait à l'époque, surtout à l'occasion de la guerre menée par les Alliés contre l'Allemagne hitlérienne. Nous venons de voir un reportage sur les passerelles qui ont toujours existé entre l'Algérie et d'autres pays. De l'autre côté de la Méditerranée, des pays comme la France ou l'Italie, puisque la bataille d'Alger a été réalisée par Gillo Pontecorvo, l'étranger par Luchino Visconti, Z par Costa Gavras, donc sans compter bien sûr de nombreuses œuvres cinématographiques. Nous avons avec nous ce soir, et c'est un grand privilège, un ami, mais surtout un spécialiste des médias en général et du cinéma en particulier. Il s'agit d'Ahmed Bejaoui, que les téléspectateurs connaissent certainement pour avoir commis à l'époque une émission de culture cinématographique, Télé Ciné Club. C'est un ami avec qui j'ai fait un long parcours dans le domaine du cinéma, puisque en tant que responsable de la Fédération algérienne des ciné-clubs, j'ai eu le plaisir de l'associer à plusieurs séminaires de formation et après plusieurs présentations de films dans les ciné-clubs répartis à travers le territoire national. Ahmed Bejaoui, merci d'être venu. Hakim. Et il serait intéressant de connaître votre sentiment sur les enjeux qui touchent la Méditerranée, parce que l'on a tendance à limiter les hommes de culture à la seule culture, alors que la culture est sur le front idéologique le reflet de la situation politique et économique d'un pays. D'abord, je suis ravi de faire cette émission avec vous. Effectivement, notre amitié date de très longtemps. Je rappelle aussi que vous avez été mon invité dans des émissions. Nous avons inversé les rôles dans le temps. Bien sûr. Dans les émissions de débat sur le cinéma. Et donc, effectivement, je ne peux pas oublier le rôle de la Fédération des ciné-clubs que vous avez animé avec d'autres camarades, certains disparus auxquels je rends hommage, et qui a... Parmi lesquels Ahmed Medjbar, bien sûr, je pense à lui, Allah yarhamou. Et donc, cette Fédération des ciné-clubs, il y avait plusieurs éléments. À l'époque, on applaudissait tous parce qu'il y avait la cinémathèque qui était active, il y avait la Fédération des ciné-clubs, il y avait la télévision qui présentait des films et qui produisait des films aussi, qui était un centre, bien sûr, le cinéma, le secteur cinématographique. Et tout ça, ça faisait une ambiance favorable à la culture cinématographique. Et nous étions au cœur de cette Méditerranée, regardés comme un modèle. Beaucoup de cinéastes venaient. Je dois dire à ce propos que pour moi, l'hôtel Jazeera est un endroit mythique qui compte énormément à mes yeux, parce que pendant très longtemps, pendant les 20 ans où j'ai fait mes émissions, au boulevard des Martyrs, à quelques pas d'ici, quelques encablures, même pas d'encablure, même pas d'encablure, donc quelques pas d'ici. Lorsque je lançais le film et que j'avais des invités, le restaurant était fameux, il avait une grande réputation, il était dans les guides. Et je prends par exemple quelqu'un comme Tavernier, par exemple, qui est un fin gourmet, comme Alexandre Astruc. Cinéaste français. Cinéaste français, c'était les cinéastes français et italiens qui étaient les plus fins gourmets. Et donc quelqu'un comme Chabrol, je les amenais, dès qu'on lançait le film, on présentait, on venait ici manger. Et on était dans ce cadre merveilleux, les gens étaient émerveillés, quoi. C'était, voilà. Donc, le Jazeera, pour moi, l'ancien Saint-Georges, avec son histoire d'hôtel anglais, c'était un hôtel anglais, faisait partie du quartier anglais à l'époque ottomane. Il a un passé prestigieux. Et pour moi, pendant 20 ans, j'ai été... c'est un endroit qui m'est cher. Et donc, revenons à la Méditerranée, puisque cet hôtel est aussi une perle de la Méditerranée.
C'est une perle, la Méditerranée. Les plus grands sont venus, vous avez raison de le souligner. Le dernier grand qui a mis sa photo là, je l'avais invité, c'était Oliver Stone. Il a sa photo parmi la galerie de tous ces gens célèbres qui sont venus. Et voilà, donc ils sont tous très contents d'être... Parmi lesquels Nicolas Rey. Nicolas Rey, bien sûr, que j'ai invité. Qui Visconti. Voilà, ils sont tous venus ici, les grands. Il y en a plein. Je crois qu'on a eu également Joseph von Sternberg également, etc. Des gens, mais des... Ça nous renvoie à 1967. Voilà. Aux rencontres méditerranéennes de Cherchel. De Cherchel, évidemment. Avec, à la prime méditerranéenne. On avait En 1960. Exactement. Et on avait des gens comme les plus grands scénaristes, les plus grands cinéastes italiens qui étaient présents, la Tuada, par exemple, les Solinas, qui allait être qui était le Amidei, etc. Donc ils venaient à Alger non pas pour nous faire plaisir, comme ça peut être le cas quelquefois maintenant. À l'époque, ils venaient parce que c'était un passage obligé. On ne pouvait pas avoir des idées et du sens sans passer par Alger. Donc, Alger rayonnait au cœur de la Méditerranée. Ce n'était pas le sud de la Méditerranée, c'était le phare de la Méditerranée. Bakrim, le critique de cinéma marocain, disait c'est la Mecque du cinéma. Exactement, la Cinémathèque était la Mecque du cinéma pour Sam Ben Ousmane, pour tous ces gens-là. Mais encore une fois, il y a eu même un chanteur, comment il s'appelle, ce chanteur anglais qui a été un footballeur d'ailleurs, qui a été un footballeur connu, qui a rédigé une chanson qui s'appelle Air Algiers. Air Algérie, parce que tous les gens qui avaient des problèmes prenaient Air Algérie et débarquaient à Alger, comme les Black Panthers, etc. Vous voyez, donc c'était un endroit mythique. Voilà. Donc nous sommes ici au cœur de la Méditerranée. Je crois que quelque part, dans la Chartreuse de Parme, il y a une phrase de l'auteur qui dit nous sommes ici du bon côté de la Méditerranée. Et moi, je suis convaincu qu'à c'est à Alger où on est du bon côté de la Méditerranée. Lui parlait de Rome. Il parlait de la Chartreuse de Parme lorsque ils sont passés vers l'Italie, qui était dans la période de l'unité, donc des guerres d'indépendance. Et donc, je crois que nous sommes ici du bon côté. Nous avons accueilli tellement de monde et tellement de gens qui sont venus se ressourcer. Ça recommence, ça a repris avec le deuxième festival panafricain. Je crois qu'il y a énormément de colloques aussi qui se font, énormément d'intelligence qui revient vers Alger. Et Alger a repris son envol. C'est une ville qui fascine les gens, elle est belle, etc. Bon. Donc c'est pour dire que depuis très 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 longtemps, je dirais même avant presque, disons avec les Phéniciens. Avec les Phéniciens. Donc vous voyez que depuis des millénaires, il y a eu une activité, une interpénétration avec les Méditerranéens. Cela venait du Liban, ces Phéniciens. D'autres venaient des Danois, des Visigoths, des gens qui venaient d'Europe. Il y avait des Grecs. Il y avait des Grecs. Héraclès, Hercule, pour ne pas le désigner. Voilà. Et puis, ces Romains qui n'étaient plus des Romains. Juba II, en quoi il est romain? Il n'est pas romain. Il a été un empereur parce que la langue latine était à l'époque dominante. On a eu des gens comme Saint-Augustin, etc., qui étaient de grands écrivains, d'abord, en dehors du fait que c'était des gens de la pensée. Mais vous savez que quelqu'un comme Juba II est capable d'avoir rempli une bibliothèque à lui seul, tellement il passait son temps à écrire. Et c'était l'université du monde parmi les plus importantes. Voilà. Et je pense, par exemple, Béjaïa était, avec Bologne, une des principales universités de la Méditerranée. On en a parlé justement avec Nourtan Saoudi. Et donc, je pense que cette partie de la Méditerranée, cette partie de l'Algérie, du nord de l'Algérie, a apporté, surtout qu'elle avait ce contact pour les Portulans. Les Portulans ont joué un rôle très important pendant le Moyen-Âge pour la transmission du savoir. Ils allaient ramener de l'or à Tombouctou et à Gao, mais ils ramenaient aussi des ouvrages, parce que la bibliothèque de Tombouctou est connue comme les manuscrits de Tombouctou, c'est mythique. Et donc, quand ils remontaient vers Gênes, d'où on achetait la poudre, d'où le nom de Bondokhia pour Venise. Bondokhia, c'était le fusil, parce qu'on achetait là-bas de la poudre, on achetait des fusils, mais on ramenait quoi? Vous voyez, on ramenait du savoir, on ramenait des livres. Les Portulans, ce qu'on appelle les Portulans, qui n'étaient pas simplement des marins. N'oublions pas que Joseph Conrad a été un marin, mais ça n'a pas empêché d'être le plus grand écrivain de langue anglaise.
Pourquoi? Parce que les gens qui prenaient la mer étaient des gens en général, c'était pas péjoratif, c'était des gens très cultivés. Donc ces portus-là ont transporté et Alger servait de relais pour ramener le savoir du Sud, la sagesse du Sud vers le Nord. Et de l'autre côté, évidemment, les marchandises également. Le sel venait de là, etc. Toutes les routes du sel. Mais on peut parler de la route du savoir. On parlait à Alger pas moins de 22 langues. Exactement. Alors, selon vous, Ahmed Bejaoui, quelles sont les raisons qui poussent les grandes puissances à favoriser quelques perturbations, pour ne pas dire quelques déstabilisations? Bon, il y a effectivement le contrôle du pétrole qui pointe à l'horizon méditerranéen, mais je pense qu'il y a d'autres volontés. On en a parlé précédemment avec les autres invités. Les enjeux sont tels que, aux côtés de grandes puissances, nous retrouvons de petites puissances prétendument régionales, telles que Qatar par exemple, l'Arabie Saoudite, qui s'impliquent chaque jour davantage dans l'affaire. Des sous-traitants de la... Ce sont les sous-traitants dans l'affaire syrienne. De la stratégie géopolitique. Selon vous, quelles sont les raisons cachées qui nous impose cette situation? Je pense que, d'une part, il y a une surchauffe sur l'utilisation des ressources de la planète qui fait que les grandes puissances, celles qui concentrent 80% des richesses pour 20% de la population, et inversement, nous n'avons que 20% des richesses pour 80% de la population, ces grandes puissances se sont tellement habituées à vivre au-dessus de leurs moyens, bien au-dessus de leurs moyens, qu'ils ne veulent pas que quelqu'un entre dans le club fermé des pays développés. Je pense qu'il y a délibérément un double discours où on encourage par le verbe l'émergence de la démocratie et de l'économie de marché, mais en réalité, ils ont très très peur que un pays puisse, on a vu, dès que certains pays ont flirté, comme le Liban par exemple, a flirté avec la démocratie complète, la vraie démocratie, qui elle-même est la porte du développement. Je ne vois pas d'autre porte pour mener au développement que celle de l'état de droit. Donc, dès qu'ils voient un pays qui avance dans ce domaine-là, qui commence à faire des réformes, je pense que là, ils le ciblent, parce que c'est un concurrent potentiel, c'est quelqu'un qui vient partager le gâteau, qui se met à table avec eux. Or là, ils sont comme si c'était un pic de montagne très, très aigu. En haut, ils ont une table, ils sont en train de manger, et il y a des gens qui grimpent. Et dès qu'il arrive à un certain étage, on lui donne un coup pour redescendre. Donc je crois qu'il y a ça. Ensuite, il y a au début du 19e siècle, parce que n'oublions pas que les invasions et les grandes expansions, les grands colonialismes sont venus de la recherche des marchés, la recherche effrénée de la conquête des marchés à partir de 1820. Et de crise économique, comme ce fut le cas en France, par exemple. Oui. Mais aussi parce que les révolutions industrielles ont créé cette expansion qu'on voulait infinie et illimitée. Or, la richesse ne peut pas être illimitée. La terre est comme la plus belle femme du monde. Elle ne peut donner que ce qu'elle a. Donc aujourd'hui, on est plus que ce qu'on peut donner. Et donc, ils sont allés chercher des marchés parce que l'expansion et le taux de développement est quelque chose, est un entraînement épouvantable. Donc ça a remplacé les routes qui étaient les routes de la soie, les routes du sel, les routes du savoir, toutes ces routes qui étaient des routes de coopération, d'échange, de savoir, de sagesse, entre l'Extrême-Orient, par exemple, depuis l'Ouzbékistan, depuis Bukhara et Khiva, etc., jusque l'Andalousie et tout cela, il y avait des gens échangés. Aujourd'hui, on n'échange pas. On dit, vous êtes avec moi, vous êtes contre moi. Et si vous faites une velléité de vous en sortir, je vais... Donc on a remplacé cela par la route du pétrole, la route du gaz, la route du nucléaire, la route de ceci. Et puis des débouchés pour la production industrielle. Voilà. Quand vous regardez le résultat de la réunion de Genève, qui est une avancée importante pour les relations Nord-Sud,
un pays comme l'Iran, qui est quand même l'héritier de la Perse, et qui a fait admettre finalement, par cette ténacité, par sa résistance, le droit d'utiliser de l'énergie atomique pour des fins pacifiques, économiques. On ne peut plus se développer. Demain, il n'y aura plus de pétrole. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il a imposé ça, et je vois la réaction d'Israël qui dit c'est un coup terrible porté à la démocratie. Mais vous avez l'arme nucléaire. Vous avez l'arme nucléaire. C'est une situation unique. Il n'adhère unique à aucune institution internationale sur l'énergie. C'est une injustice épouvantable. Et ce genre de choses épouvantables, on le dit à haute voix sans avoir toute honte bue. Donc, je pense qu'il y a maintenant un renoncement à conformer le discours avec les faits, avec l'action. Donc, on vous dit, peut-être qu'on va vous développer des choses. En réalité, on ne veut pas que vous soyez démocrate. On ne veut pas. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, dans certains pays dominants, parmi les plus agressifs, il y a une stratégie de créer le chaos. Je pense que la situation en Irak, la situation en Syrie, tous ces pays arabes qui gênent un peu un voisin encombrant, c'est d'abord non pas pour remplacer les régimes et créer quelque chose, non, c'est pour créer le chaos. La stratégie, l'objectif principal, c'est de laisser une situation comme en Libye, où on a une situation de guerre civile permanente, où personne ne peut résoudre le conflit. D'ailleurs, c'est bien simple. La balkanisation de la région a été telle que, par exemple, après la chute de l'Empire ottoman, les pays chrétiens qui appartenaient donc à l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, ont été restitués à leurs citoyens d'origine, alors que les pays du Maghreb, qui étaient sous le protectorat turc, ont été tout simplement colonisés et jamais remis donc à leurs meilleurs enfants. Alors, dans le cadre des mass-médias, il y a là aussi des enjeux très importants. Il y a une volonté délibérée de dominer. Vous rappelez la fameuse déclaration du ministre américain des Affaires étrangères en 1954 au sujet de l'importance et du rôle du cinéma, lorsqu'il avait souligné que ce que pouvait faire un film, des milliers de tonnes de bombes ne parvenaient pas à le faire. Alors, dans ce cadre précis, est-il possible de faire un état des lieux sur les mass-médias dans la région méditerranéenne et quelles sont les synergies qui ont vu le jour, notamment depuis la création de la COPEAM, organisme auquel vous avez la télévision à l'époque, lorsque vous étiez à la télévision, avait adhéré. Fait partie, effectivement. Alors, dans les masses-médias, il faut maintenant séparer, parce que les choses ont beaucoup évolué depuis, bien sûr, l'audiovisuel avec les moyens classiques, à un moment donné, et puis dans les masses-médias, on peut considérer que la presse a été quand même un élément lourd des masses-médias. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même si chez nous, la presse écrite continue quand même à avoir de beaux jours. Mais ailleurs, la presse écrite est menacée, le papier est menacé. Il y a en face des nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, le problème, c'est que nous, on pouvait avoir des journaux à nous. Est-ce qu'on peut avoir un Facebook à nous ? Le problème, c'est qu'avec cette nouvelle technologie, les choses se sont aggravées. Il y a des monopoles, des situations de monopole. Quand vous voyez que ce petit jeune qui a créé Facebook a réalisé 25 milliards de dollars, plus que le budget de la Tunisie et du Maroc réunis, en une année, ça donne le frisson. Tous les réseaux sociaux, tous les moyens, tous les providers, que ce soit Google, Yahoo, tout cela appartiennent au même groupe. Ils sont affiliés aux mêmes gros intérêts. Donc là, on n'a plus les moyens de réagir. On pouvait faire une télé contre une autre télé. On nous a lancé dans les pattes une télé comme Al Jazeera, qui a été créée dans ce que je peux appeler la média-diplomatie, dans le sens où elle voulait exprimer, elle a été missionnée pour exprimer la colère de la rue, pour que la colère de la rue ne s'exprime pas dans la rue, qu'elle s'exprime à travers leurs canaux.
Et ça veut dire C'est ça. et ils ont laissé les gens comme cela, mais finalement, on s'est aperçu que cette chaîne, elle préparait la grosse artillerie qui allait intervenir contre les peuples arabes. C'est ça. Donc les masques sont tombés. Les masques sont tombés. Saqatat al-aqni'a. Donc voilà, et donc on voit que les masses médias aujourd'hui, le déséquilibre s'accentue gravement. Maintenant, dans le cinéma est quand même un élément où vous ne pouvez pas remplacer un auteur. Regardez par exemple, moi j'estime que si l'Iran aujourd'hui a survécu, avec toute la campagne de haine qui a été déclenchée contre lui, si l'image de l'Iran a été préservée d'une certaine manière, c'est grâce à son cinéma. Ils ont eu l'intelligence, et en tout cas pas la folie, comme nous. C'est pas moins de 50 longs métrages par an. 50 longs métrages par an, extraordinaire. mais également 800 salles qui fonctionnent. Ils n'ont jamais nationalisé, ils ont laissé le secteur cinéma privé. Vous avez toujours les distributeurs, vous avez les mêmes propriétaires, les mêmes familles. Au lieu de mettre la cravate, il met un col Mao, il met une barbe, et puis le problème est réglé. Le cinéma est resté. Et c'est le cinéma qui est devenu un ambassadeur Très juste. le grand ambassadeur. Quand on dit dans les médias, la propagande, on dit « Oh, l'Iran est un pays rétrograde, etc. » Je dis « Mais excusez-moi, ils font des films. Il y a des femmes aussi qui font des films qui sont très audacieux et qui sont meilleurs que les nôtres. Donc il y a une contradiction. Donc vous voyez que le cinéma peut être une image extraordinaire. C'est un privilège aujourd'hui que la télé ne peut plus permettre. Les télés sont un pot de terre contre le pot de fer face aux grands médias. Par contre, la télévision, quand Cissé, Souleymane Cissé, ou Alouesh, ou bien un autre, ou Rachid Boucherb s'exprime, ça crée des ondes de choc. Ça crée des ondes de choc. Les gens ont peur pour leur imaginaire. Les nostalgiques de l'Algérie française. Or, la loi a créé une onde de choc plus grande que tous les documentaires qui a été censuré pendant des années. Donc vous voyez que nous avons intérêt à encourager notre cinéma. Parce que ce n'est pas avec la télévision, ça ne passera pas la rampe. Nous avons aujourd'hui 570 chaînes qui s'expriment en arabe et qui viennent concurrencer toutes les autres chaînes. Donc ce n'est pas là qu'il faut se battre. Par contre, quand vous avez un chef-d'œuvre comme La Bataille d'Alger, que vous avez un film comme, je ne sais pas, comme Mascarade qui passe, les gens font la queue à Moscou pour voir Mascarade, là ils se disent, les Algériens, ils ont quelque chose à dire. Donc voilà, je pense qu'il faut investir dans ce qui était remplaçable, c'est-à-dire la production du sens et la production d'une représentation d'un pays dans sa splendeur. C'est pour ça que, je veux dire, une qualification pour la Coupe du Monde, pour la jeunesse, c'est tellement important parce que c'est pas tellement qu'ils pensent à eux, ils sont fiers bien sûr, mais ils se disent... Voilà, nous allons représenter les pays arabes. Voilà, les gens sauront où c'est l'Algérie. Ne me dis pas où. Je cherche dans la carte, je ne trouve pas l'Algérie. Ah, la Coupe du Monde. D'ailleurs, la France l'a très bien compris, en optant pour l'exception culturelle. Exactement. D'ailleurs, qui a permis de sauver le cinéma français. Et qui permet de... Vous voyez la carte du cinématographique, vous voyez la Chine, vous voyez l'Iran, vous voyez la Turquie, les pays qui comptent aujourd'hui, qui sont des vrais pays émergents, pas entre guillemets, donc les guillemets émergents, non, les vrais pays émergents, ils ont un gros cinéma. La Corée du Sud, elle a un gros cinéma, c'est un petit pays qui est moins peuplé que le nôtre, qui a démarré en même temps que nous, ils avaient moins de routes, mais ils sont arrivés là grâce à leur puissance industrielle et ils ont un cinéma. C'est rare, même l'Amérique latine, l'Argentine, etc. Quand vous voyez un pays qui avance, il a un cinéma. Alors, moi je dis à nos responsables, intéressez-vous au cinéma. Le cinéma vous l'a rendu pendant la guerre de libération, il vous le rendra demain. Merci, Ahmed Bidjaoui. Madame, mademoiselle, monsieur, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable fin de soirée avec l'espoir de vous retrouver dans 14 jours dans le cadre donc d'une nouvelle émission qui sera certainement, qui accordera certainement un intérêt particulier à toutes vos préoccupations. Au revoir.